La route était brûlante. Chaque pas qu'elle faisait soulevait un nuage de poussière. L'air scintillait de chaleur, brouillant l'horizon en un mirage argenté. Ita Mabel pressa une main tremblante contre sa poitrine, sentant son cœur battre comme un oiseau pris au piège. Ses pieds lui faisaient mal dans ses sandales usées et sa gorge était brûlante de soif. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter de marcher. Si elle s'arrêtait, elle réfléchirait, et réfléchir lui faisait plus mal que le soleil. Elle marchait depuis l'aube, portant une seule valise qui n'était pas lourde de vêtements, mais de honte. Derrière elle, la silhouette floue du village de San Barlow disparaissait dans la brume, tout comme la femme qui l'avait chassée ce matin-là. La voix de Donna Tomasa résonnait encore dans sa tête. Une voleuse et une menteuse. Voilà ce que tu es, ma belle. Ne montre plus jamais ton visage dans cette ville. Une voleuse. Elle avait passé 10 ans à coudre pour la famille de cette Mayhem. Ses mains étaient gercées et ensanglantées à force de passer de longues nuits sous une lampe vacillante. Elle avait cousu leurs robes, raccommodé leurs rideaux et même brodé le linge de baptême de leur dernier enfant. Et pourquoi? Pour un morceau de dentelle importé que quelqu'un d'autre avait égaré. Maintenant, elle était coupable, non pas parce qu'elle avait volé, mais parce qu'il était facile de la blâmer. Pas de mari, pas de famille, personne pour prendre sa défense. Elle cessa de halter et posa sa valise à côté d'un agave desséché. L'air sentait la poussière et le sel. La route s'étendait, vide comme un ruban beige traversant la terre craquelée. Un vautour tournait au-dessus de sa tête. Mabel s'effondra à genoux. Son corps imposant, qui avait toujours été un sujet de moquerie, lui semblait désormais être une ancre qui l'entraînait vers le sol. Elle enfouit son visage dans ses mains. « Mon Dieu, murmura-t-elle d'une voix tremblante, si tu m'entends, ne me laisse pas mourir ici. Pas comme ça. » Elle entendit le bruit avant de voir quoi que ce soit. Des sabots frappaient le sol sec, lentement mais sûrement. Un léger craquement suivi, comme du bois sous le poids. Elle se retourna, plissant les yeux contre le soleil, et vit une charrette approcher, tirée par un cheval brun, un homme grand aux rênes, et plusieurs petites silhouettes assises derrière lui. Elle hésita, espérant à moitié qu'il ne s'arrêterait pas. Des étrangers sur les routes de campagne pouvaient signifier n'importe quoi. Danger, pitié, jugement. Mais la charrette ralentit. L'homme portait un chapeau à large bord, son visage à moitié dans l'ombre. Sa barbe était soignée, striée de gris, et sa chemise était propre, mais usée, comme celle de quelqu'un qui travaillait dur sans pour autant s'en vanter. Il la regarda pendant un moment qui lui sembla trop long. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était grave et posée. « Señorita, dit-il, êtes-vous blessée? » Mabel secoua la tête, essayant de se lever, mais ses jambes refusèrent. « Je suis juste fatiguée, murmura-t-elle. C'est une longue marche jusqu'à la prochaine ville. » L'homme descendit de cheval et s'approcha. Ses bottes laissaient des empreintes parfaites dans la poussière. Derrière lui, 5 filles jetaient un œil depuis l'arrière de la charrette, le visage empreinte à la fois de curiosité et de méfiance. « Où allez-vous? » demanda-t-il. « Vers le sud, répondit-elle. Peut-être Santa Cruz. Peut-être un endroit où personne ne connaît mon nom. » Il fronça les sourcils. « C'est loin, au moins 20 kilomètres, à pied. Vous n'y arriverez pas avant la tombée de la nuit. » Elle ne répondit pas. Que pouvait-elle dire qu'elle n'avait nulle part où aller? L'une des filles, une petite chose aux boucles emmêlées, se pencha en avant et murmura d'une voix pas assez discrète. « Papa, elle a l'air triste. » L'homme regarda sa fille, puis Mabel. Il y eut un silence si épais qu'elle pouvait entendre les battements de son cœur. Finalement, il dit doucement, « Comment vous appelez-vous? »« Ita Mabel, » répondit-elle. « Juste Mabel. » Il hocha lentement la tête. « Je m'appelle Don Teodoro. J'ai un ranch à quelques kilomètres à l'ouest d'ici. » 5 filles. Il fit un geste vers la charrette. « J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à la maison. » Mabel cligna des yeux. « Vous ne me connaissez même pas. »« Non, » dit-il simplement. « Mais je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'une chance. » Ces mots la touchaient en plus qu'elle ne l'aurait cru. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Pas comme d'un fardeau, pas comme d'une plaisanterie, mais comme si elle était encore humaine. « Quel genre de travail? » demanda-t-elle prudemment. « Le ménage, la cuisine, surveiller les filles quand je suis dehors avec le bétail. Rien de plus. » Son regard resta fixe, respectueux. « Tu auras à manger, une chambre et un salaire honnête. » Derrière lui, l'une des filles aînées, celle aux cheveux noirs raides et au regard perçant,
croissa les bras. « On n'a pas besoin d'elle, papa, dit-elle en espagnol. Elle partira comme les autres. » Mabel tressaillit. L'homme soupira, mais ne réprimanda pas sa fille. Il se tourna vers Mabel. « Vous avez besoin d'un toit, dit-il doucement, et j'ai besoin de quelqu'un qui ne partira pas. » Le vent sembla s'arrêter un instant. Mabel eut envie de rire. Cette offre semblait irréelle, absurde. Un toit après avoir été jeté comme un déchet. Mais quelque chose dans sa voix, une sorte d'espoir fatigué, lui serra le cœur. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-elle. « Je ne le suis pas. » Elle baissa les yeux vers elle-même. Sa robe tachée de sueur, sa silhouette large, la saleté sur ses bras. « Je ne suis pas ce que les gens attendent. » La bouche de Teodoro esquissa presque un sourire. « Moi non plus. » La plus petite des filles gloussa et tendit la main vers Mabel. « Venez, Señora, dit-elle d'une voix aiguë et douce. « Nous avons des poulets. » Quelque chose se brissa en elle. Pas par pitié, quelque chose de plus profond. Peut-être le son de son cœur qui se souvenait comment battre. Mabel hésita, puis prit sa valise. « D'accord, dit-elle doucement. Je viendrai. » Il l'aida à monter sur la charrette. Le bois craqua sous son poids et elle rougit, mais aucune des filles ne rit. La plus jeune se blottit contre elle sans crainte. Alors que la charrette avançait, le ciel s'ouvrait sur des montagnes plus larges au loin, pâles et infinies. Mabel serra sa valise à deux mains. Elle ne savait pas si elle allait vers quelque chose de mieux ou vers une autre forme de chagrin, mais au moins elle avançait. Ils roulèrent en silence pendant un moment. La poussière s'élevait derrière eux, marquant leur passage. « Pourquoi les filles sont-elles si silencieuses ?» demanda-t-elle finalement. Teodoro ne la regarda pas. Trop de gens sont venus et repartis. Elles ne parlent plus beaucoup aux étrangers. Mabel acquiesça, alors j'essaierai de ne plus en être une. Cela lui valut un regard, pas tout à fait de l'approbation, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Luna, la plus jeune, tira sur la manche de Mabel. « Tu vas vivre avec nous maintenant? » Mabel esquissa un petit sourire incertain. « On dirait bien. »« Tant mieux, murmura Luna. Nous avons besoin de quelqu'un qui chante. »« Qui chante? » Luna acquiesça solennellement. Maman chantait quand il pleuvait. La maison n'aime pas le silence. Mabel ne savait pas quoi dire. Mais à l'intérieur, elle sentait les mots former une vieille berceuse que sa propre mère fredonnait avant que la fièvre ne l'emporte. Alors que la charrette quittait la route principale, le ranch apparut. Des champs clôturés, secs mais pleins de potentiel. Une maison en bois se dressant seule contre le coucher de soleil. Une maison ou quelque chose qui y ressemblait. Mabel déglutit péniblement. Elle n'était pas prête à croire aux secondes chances. Mais lorsque la petite main de Luna retrouva la sienne, elle comprit qu'elle n'avait peut-être pas le choix. Sous le poids du coucher de soleil, la charrette roula jusqu'au ranch. La maison se dressait au sommet de la colline, comme si elle attendait que quelque chose change. Le porche grinçait avant même que quelqu'un n'y pose le pied. Les volets claquaient doucement dans le vent. Le silence n'était pas paisible. C'était le genre de silence qui s'installait dans vos os comme de la poussière. Ita Mabel descendit avec précaution. Ses genoux lui faisaient mal à cause du trajet, mais elle ne se plaignit pas. Teodoro lui tendit une main, rugueuse mais ferme, et elle l'accepta d'un signe de tête au lieu de remercier. Les filles sautèrent derrière eux, leurs jupes flottant comme des oiseaux nerveux. Alors que Mabel tendait la main vers sa valise, une porte moustiquaire s'ouvrit brusquement. La fille aînée, Leah, se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les sourcils froncés. « Elle ne tiendra pas une semaine », marmonna-t-elle en espagnol, assez fort pour que tout le monde l'entende. Teodoro ne répondit pas. Son silence était lourd de sens. Mabel se contenta d'acquiescer. « Ça commence », pensa-t-elle. La maison sentait la fumée de bois et quelque chose d'oublié, comme si elle n'avait pas été correctement chauffée depuis des semaines. Les pas de Mabel résonnaient légèrement lorsqu'elle entra. La cuisine avait des carreaux fissurés et des placards qui s'affaissaient sous le poids des années. Une chaise cassée était appuyée contre le mur, comme si elle était trop fatiguée pour tenir debout. « Par ici », dit Teodoro en la conduisant dans un couloir étroit. Il ouvrit la porte d'une petite pièce. Elle contenait un lit, une vieille commode en bois et une fenêtre qui donnait sur les montagnes. Les draps étaient simples. Le sol était poussiéreux. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il. « C'est suffisant, répondit Mabel. Elle posa sa valise et expira. Ses doigts s'attardèrent sur le montant du lit, solide, réel.
Son cœur battait un peu moins douloureusement maintenant. Le dîner fut calme. Mabel prépara un simple ragoût avec le peu qu'elle trouva. Des oignons, des herbes séchées, des restes de haricots. Alors qu'elle remuait, elle sentit des regards posés sur son dos. Quand elle se retourna, 4 des filles l'observaient depuis le couloir. Seule Leah restait à l'écart. Elles s'assirent autour de la table, avec Teodoro en bout de table. Mabel ne s'assit pas. Elle est servie. La plus jeune, Luna, lui sourit et murmura « Gracias ». Les autres marmonnèrent « Merci », à l'exception de Sarah, qui repoussait sa nourriture comme si elle risquait de la mordre. Au milieu du repas, Teodoro s'éclaircit la gorge. « Mabel va nous aider à la maison et s'occuper de vous, les filles », dit-il d'un ton neutre. « Elle est ici maintenant, c'est définitif. » Leah, qui s'était finalement assise à table, planta sa cuillère dans le ragoût. « Ils disent toujours ça. » Dante Adodoro la regarda. « C'est différent. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle sèchement. « Parce qu'elle est grande, comme si elle ne pouvait pas s'enfuir si elle ne passait pas par la porte. » Le silence était pesant. Même Luna avait l'air perplexe. Mabel ne réagit pas. Elle s'essuya les mains sur un torchon et dit « Calme comme une pierre. Je peux partir si vous voulez, mais vous devrez préparer vos propres repas et laver vos propres vêtements. Vous pouvez nettoyer les sols, mais bonne chance pour nettoyer son cœur. » Personne ne parla pendant une longue seconde, puis Luna gloussa doucement. Teodoro se leva. Ça suffisait. Mais Mabel s'était déjà détournée. Elle n'était pas en colère, pas exactement, juste fatiguée de mener des guerres qu'elle n'avait pas commencées. Une fois les filles couchées, Mabel retourna dans la cuisine. Elle nettoya les bols, balaya le sol et regarda par la fenêtre. Le clair de lune projetait des ombres sur la cour, et quelque part au loin, un coyote hurla. Elle ne broncha pas. Elle était habituée aux cris des animaux sauvages dans l'obscurité. Lorsqu'elle se retourna pour partir, elle trouva Teodoro appuyé contre l'embrasure de la porte. « Tu t'en es bien sorti, dit-il. « Elle est en colère, répondit Mabel. « Pas contre moi, contre tout. Elle a perdu sa mère, répondit-il. Elles l'ont toutes perdue. Mais Leah s'en souvient le mieux. » Mabel acquiesça. Elle ne veut pas s'en souvenir. C'est pour ça qu'elle se bat si fort. Il la regarda avec une expression indéchiffrable. « Tu en as vu beaucoup, n'est-ce pas? » Mabel haussa les épaules. « Assez pour reconnaître la douleur quand je la vois. » Il ne dit plus rien, se contenta de s'écarter pour la laisser passer. Dans sa chambre, elle défit lentement ses valises. Elle ne possédait pas grand-chose. Du fil à coudre, quelques chemisiers, un foulard que sa mère avait brodé il y a des années. Elle l'accrocha à la fenêtre. Le tissu capturait la brise comme une promesse qui tentait de rester. Elle s'assit sur le bord du lit et laissa son poids s'enfoncer dans le matelas. Son corps lui faisait mal. Son cœur lui faisait encore plus mal. On peut nettoyer les sols, mais bonne chance pour nettoyer son cœur. Elle n'avait pas l'intention de le dire à voix haute pendant le dîner, mais les mots lui échappèrent, comme si la vérité n'avait pas besoin de permission pour entrer dans la pièce. Le matin arriva avec le chant du coq et l'odeur de la terre humide. Il avait plu peu avant l'aube, juste assez pour assombrir le sol. Mabel se leva avant les filles, attacha ses cheveux et sortit dans le jardin. Le jardin était un enchevêtrement de plantes mortes, d'outils oubliés et d'un banc cassé. Les mauvaises herbes poussaient à l'état sauvage. Elle s'agenouilla à côté de ce qui ressemblait à un parterre de lavande abandonné et passa ses doigts dans la terre. Sèche, mais pas morte, elle commença à déblayer les débris, lentement au début, puis avec plus de rythme. Ses mains, larges et colleuses, bougeaient comme si elle connaissait le langage de la terre. Aucune amie n'apparut avant le milieu de la matinée. Elle ne parlait pas, elle observait simplement. Au bout d'un moment, elle apporta un verre d'eau à Mabel et le posa sans un mot. Lorsque le soleil atteignit son zénith, Mabel avait nettoyé tout un coin du jardin. Elle se tenait debout, le dos endolori, mais le cœur léger. La maison était toujours plongée dans un silence pesant, mais le sol avait changé. À l'intérieur, Leah observait depuis une fenêtre à l'étage, la mâchoire serrée. Elle serrait contre elle une petite boîte en bois fermée. À l'intérieur se trouvaient des sachets de graines que sa mère avait autrefois conservés dans le tiroir de la cuisine. En bas, Mabel tendit le bras pour accrocher un vieux carillon éolien qu'elle avait trouvé dans une remise. Alors qu'il tinta doucement dans la brise, le son flottait dans la maison comme un souvenir essayant de retrouver son chemin.
Cette nuit-là, Mabel trouva un morceau de papier plié sur son oreiller. C'était un dessin d'enfant, grossier et mignon. 5 filles en forme de bâton et une dame ronde debout devant un grand soleil. Pas de mots, juste l'image. Mabel sourit, son premier merci. Elle le glissa sous son foulard sur le mur. Depuis la fenêtre de la cuisine, on pouvait voir le jardin, désormais nettoyé et renaissant. Mais plus que cela, il était prêt. Et demain, quelque chose allait y pousser. Ce que Mabel ignorait, c'est que la boîte de graines que Leah tenait entre ses mains allait ouvrir une nouvelle porte dans la vie de chacun d'entre eux. Mais avant cela, il fallait qu'il pleuve. Les matins commençaient à être différents. Pas plus chauds, pas plus lumineux, juste moins vides. Ita Mabel se réveilla tôt, avant que les oiseaux aient fini leur premier chant, et prépara le café en silence. Elle se déplaçait doucement dans la maison, chaque pas résonnant faiblement sur le carrelage usé. Les filles dormaient encore et pendant un bref instant, elle put imaginer cette maison paisible, peut-être même intacte. Elle se servit une tasse et sortit sur le porche. Le ciel devenait rose au-dessus des collines et la terre sentait encore la douce pluie de 2 nuits auparavant. Le jardin qu'elle avait commencé à défricher était désormais sillonné de petits chemins bien nets à travers les mauvaises herbes. Ses mains étaient encore endolories par le travail de la veille, mais elle appréciait cette douleur. C'était le résultat d'un travail honnête. Derrière elle, une porte s'ouvrit en grinçant. Elle se retourna. C'était Sarah, la cadette, âgée de 7 ans et têtue comme une mule. Elle avait toujours l'air prête à se battre, même en pyjama. « Que fais-tu debout ?» demanda gentiment Mabel. Sarah haussa les épaules. « Je n'arrivais pas à dormir. » « Des cauchemars ?» Sarah acquiesça mais n'en dit pas plus. Mabel n'insista pas. Elle se contenta de lui verser une autre demi-tasse et de la lui tendre. « C'est ta mère, dit Sarah après une gorgée, en plissant le nez. Mabel sourit. « Ça te fera pousser des poils sur la poitrine. »« Je suis une fille, dit Sarah d'un ton neutre. Alors ça te donnera de la force dans les os. » Elles restèrent assises ensemble un moment, sans parler. Le vent soufflait dans la véranda comme une berceuse qui se serait perdue en chemin vers un berceau. « Ta maman te préparait-elle du thé quand tu faisais des cauchemars ?» demanda Mabel au bout d'un moment. Sarah secoua la tête. « Je ne me souviens pas d'elle. » Le sourire de Mabel s'estompa. Elle regarda le jardin. « Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. Parfois ce souvenir fait plus mal. » À l'intérieur de la maison, les autres commencèrent à s'agiter. Au moment où le petit déjeuner fut servi, bananes plantain frites, œufs brouillés et tortillas tout juste sortis du four, l'ambiance à table était plus animée. Même Leah prit une assiette cette fois-ci, bien qu'elle mangeât en silence. Plus tard dans l'après-midi, Mabel commença à trier le linge sur la corde à linge. Le soleil était chaud, mais ses bras bougeaient sans relâche. Elle venait d'accrocher la dernière chemise lorsque Luna arriva en bondissant vers elle, tenant dans ses mains un objet en argile bosselée. « Regarde ce que j'ai fait, dit-elle. Mabel s'agenouilla pour l'examiner. Cela ressemblait vaguement à un chien. C'est magnifique, dit-elle sincèrement. Comment s'appelle-t-il? Churro, déclara Luna. Il protège la maison. Eh bien, Churro a une lourde tâche. Luna rayonna de joie et partit en sautillant pour le montrer à ses sœurs. Mabel se retourna vers le linge. C'est alors qu'elle remarqua Leah debout sous le porche, tenant quelque chose de petit et en bois. La boîte? Tu vas me poser des questions? Dit Leah d'un ton froid. À propos de quoi? À propos de la boîte ou du fait que nous n'avons pas de vraie mère ici? Mabel s'essuya les mains sur son tablier. Je pensais que tu me le dirais si tu voulais que je le sache. Leah descendit les marches lentement, prudemment. Elle n'était plus un enfant, mais pas encore tout à fait une femme. Elle se trouvait quelque part entre les deux, là où tout fait mal et où rien n'a de sens. Elle est partie, dit simplement Leah. Elle a appris ses affaires un soir et n'a pas dit au revoir. Mabel attendit. Le silence n'était pas pesant, juste réel. Elle ne pouvait pas s'occuper de nous 5, ajouta Leah. Elle disait que nous étions trop nombreux. Sa voix ne se brisa pas, mais ses doigts s'enfoncèrent dans la boîte. De toute façon, elle n'était de la mère que de 2 d'entre nous. Mabel leva les yeux. Les autres ont été adoptés ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça a de l'importance? Demanda Mabel. Leah haussa les épaules. Pour eux, oui. Surtout No et moi. Elle pense qu'elle n'est pas à sa place. Elle a sa place. Ou si elle ne le pense pas. Le vent s'est levé, tirant sur le linge comme des mains agitées. Leah s'est assise sur le banc à côté de la corde à linge.
Je ne veux pas qu'ils s'attachent à toi. Pourquoi? Parce qu'ils finissent toujours par souffrir. Et toi aussi, tu partiras. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Mabel s'est assise à côté d'elle, les coudes posés sur les genoux. Ce n'est pas le sang qui te fait rester quand c'est difficile, a-t-elle dit doucement. C'est un choix. La mâchoire de Leah se crispa. Moi aussi j'ai été abandonnée, ajouta Mabel, par des gens qui auraient dû rester, par des gens qui disaient que j'en faisais trop ou pas assez. Tu ne nous connais pas. Non, répondit Mabel, mais je sais ce que c'est que de se sentir remplaçable. Leah détourna le regard. Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit, dit Mabel. Je suis ici pour rester, si vous me le permettez. Elles s'assirent à nouveau en silence. L'atmosphère changea. Ce n'était pas du pardon, pas encore, mais le début de quelque chose qui ressemblait à une permission. Cette nuit-là, Mabel trouva Noam assis seul sur les marches arrière. J'ai entendu ce que Leah a dit sans me retourner. Elle n'avait pas tort, répondit Mabel. Je suis nouvelle. Je ne connais pas vos histoires. Aucun doigt ne tordait l'ourlet de sa jupe. Voulez-vous les connaître? Oui. Après une pause, Noam dit. Ma mère était adolescente. Elle m'a confié à l'église quand j'étais bébé. Le père Ignacio m'a trouvé endormi sous l'autel un matin. Mabel écoutait sans juger. Elle m'écrivait parfois des lettres, mais elle l'a arrêté. Je pense qu'elle a déménagé dans la capitale. Elle te manque? L'idée qu'elle me représente me manque. Mabel acquiesça. C'est le plus difficile. Elle s'assirne sous les étoiles, la lumière du porche bourdonnant derrière elle. Plus tard, dans son lit, Mabel serra cette douleur contre elle. Elle n'essaya pas de la réparer. Elle la laissa simplement exister, comme elle l'avait toujours fait. Le lendemain matin, alors qu'elle balayait la cuisine, Mabel entendit des pas. Sarah entra la première, traînant Luna derrière elle. Elle a fait un cauchemar, dit Sarah. Luna s'accrochait à sa jambe. Je peux m'asseoir avec toi? Mabel ouvrit les bras. Luna grimpa sur ses genoux comme si elle avait toujours été à sa place. De l'autre côté de la pièce, Noam commença à mettre la table sans qu'on le lui demande. À l'étage, Leah observait la scène depuis le palier. Elle avait les bras croisés, mais pas serrés cette fois, juste posés. Dans le jardin, le vent se remit à souffler. En milieu d'après-midi, Leah apparut à côté de Mabel à la porte arrière. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. Elle brandit la boîte de graines. « C'était ta maman. Tu veux les planter? » Leah hésita. « Si tu m'aides. » Mabel sourit. « Voyons ce que nous pouvons faire pousser. » Elles sortirent et le ciel au-dessus d'elles s'étendait, bleu et patient. Demain, elles mettraient les mains dans la terre. Mais aujourd'hui était un commencement. Et depuis la fenêtre, les autres les regardaient, non pas avec suspicion, mais avec espoir. La terre était encore humide de la pluie tombée 2 nuits auparavant, sombre et riche sous les racines enchevêtrées. Elle s'agenouilla dans ce jardin, la boîte en bois ouverte à côté d'elle, remplie de petits paquets en papier brun. Les graines étaient fanées par le temps, certaines écrites à la main d'une écriture délicate et bouclée. Leah se tenait à côté d'elle, les bras croisés. Elle observait depuis 10 minutes, silencieuse, immobile, la boîte de graines serrée contre sa poitrine comme une relique. « Tu sais ce que tu fais? » demanda finalement Leah. Mabel leva les yeux vers elle, la sueur perlant à ses tempes. « Pas tout, mais j'ai planté suffisamment de choses pour savoir quand quelque chose a encore une chance. » Leah hésita, puis s'accroupit en face d'elle. Elles appartenaient à ma mère, elle les gardait comme un trésor, mais elle n'en a jamais planté aucune. Peut-être attendait-elle la bonne saison, dit doucement Mabel, ou peut-être avait-elle peur qu'elles ne poussent pas. Leah ne répondit pas, ses doigts effleurèrent le paquet étiqueté « Flor Deo ». Elle le tendait à Mabel. « Essayons celle-ci d'abord », murmura-t-elle. Mabel acquiesça et commença à ameublir la terre. « Si tu veux que quelque chose pousse, tu dois toucher la terre. » Leah cligna des yeux en la regardant. « Est-ce que censé être sage? C'est censé être vrai. » Ensemble, elles travaillèrent en silence, retournant la terre, formant de petites rangées, enfonçant les graines dans le sol. Les mouvements de Leah étaient prudents, son front plissé par la concentration. Mabel laissa ses mains guider le rythme lent et régulier, comme pour pétrir de la pâte ou tisser du fil. Depuis la fenêtre de la cuisine, Noémie les observait. Elle pencha la tête, puis appela Sarah, qui était en train de colorier à table. Bientôt, les 2 filles sortirent et les rejoignirent.
No apporta une image représentant de Léo. Sarah portait des gants de jardinage 2 tailles trop grands. Luna suivit d'en dernier, pieds nus et curieuse, traînant son naine en peluche dans une main. À midi, 6 rangées avaient été plantées. Des haricots, des soucis, des tomates sauvages, des courges et 2 rangées de fleurs d'Eo. Mabel s'essuya le front avec sa manche et s'assit sur ses talons. Nous devrons les vérifier tous les matins, dit-elle. Les mauvaises herbes essaieront de revenir, mais si nous en prenons bien soin, elles pousseront. Léa regarda la rose, l'air impénétrable. Et si rien ne pousse, on replante? Luna se pencha vers elle et murmura, « Est-ce qu'elles fleuriront comme par magie? » « Seulement si tu es gentille avec elles, » répondit Mabel avec un clin d'œil. Cet après-midi-là, Don Teodoro revint des collines avec 2 sacs de nourriture pour animaux et l'annonce qu'une clôture avait besoin d'être réparée. Il s'arrêta net lorsqu'il vit les filles accroupies dans le jardin, couvertes de boue et concentrées. Mabel se tenait debout et brossait son tablier. « Nous avons commencé un jardin, dit-elle, anticipant sa question. Il regarda la rose, dont l'idée venait de Léa, répondit Mabel. Le regard de Teodoro se posa sur sa fille. Léa évita son regard, mais ne recula pas. C'était déjà nouveau en soi. Il faudra clôturer le jardin, dit-il. Les lapins mangeront les pousses. Mabel acquiesça. Nous construirons quelque chose. Il ne proposa pas son aide, mais il ne dit pas non plus. Et c'était déjà quelque chose. Plus tard, alors qu'elle épluchait des pommes de terre dans la cuisine, Mabel trouva Luna sous la table, fredonnant et griffonnant dans un cahier. « Que dessines-tu » demanda Mabel. « Nous, » répondit Luna, « dans le jardin. » Je t'ai dessiné mince, cependant. Mabel rit. « Pourquoi? Parce que dans les films, les jolies filles sont toujours minces. » Eh bien, dit Mabel en coupant une pomme de terre, il est peut-être temps que les films apprennent quelque chose de nouveau. Ce soir-là, après que les filles se furent couchées, Mabel ressortit dans le jardin. Les étoiles brillaient comme des points lumineux au-dessus des collines, et le jardin avait maintenant un aspect différent, toujours sauvage, toujours en friche, mais revendiqué. Teodoro la rejoignit quelques minutes plus tard, les mains dans les poches. « Tu n'es pas comme je t'imaginais, dit-il. » Mabel haussa un sourcil. « C'est un compliment? » Peut-être. Ils restèrent debout en silence, écoutant les sons lointains des grillons nocturnes, un âne braillant, le vent caressant les murs. « Pourquoi m'as-tu vraiment recueilli » demanda-t-elle doucement. Teodoro ne la regarda pas. Les filles avaient besoin de quelqu'un, et je me suis dit que quelqu'un qui continue à marcher sous cette chaleur avec une valise et sans colère sait probablement comment survivre. Mabel sourit intérieurement. Je n'étais pas en colère, pas assez pour me le cracher au visage. Ça compte. Ils restèrent debout encore un moment avant de rentrer à l'intérieur. Alors qu'elle fermait la fenêtre de la cuisine, Mabel aperçut un mouvement dans le jardin. Juste un éclair blanc, probablement un lapin, ou un signe qu'il fallait vraiment construire la clôture le plus tôt possible. Le lendemain matin, Léa était levée tôt, debout dans le jardin, les pieds nus déjà dans la boue. « Quelque chose ne va pas, » dit-elle lorsque Mabel la rejoignit. Les rangées de fleurs d'Eo ont été déchirées. De petites traces, peut-être celles d'un raton laveur, traversaient les graines et de minuscules pousses vertes étaient brisées en 2. Léa serra les poings. « Je t'avais dit que ça ne marcherait pas. »« Ce n'est pas fini, » dit Mabel. « Ce n'est qu'une partie du processus. » Léa se détourna. « Ça fait toujours partie du processus. Tout est toujours détruit, mais pas tout, » dit Mabel. « Cela signifie simplement que nous devons réessayer, de manière plus intelligente cette fois-ci, avec plus de force. » Elle s'accroupit et commença à réparer la rose, replantant ce qu'elle pouvait. Léa l'observa longuement avant de s'agenouiller à nouveau à ses côtés. « Je déteste recommencer à zéro, » murmura-t-elle. « Tout le monde déteste ça, » répondit Mabel. « Mais c'est comme ça qu'on grandit. » Sarah apporta des bouts de bois pour construire un épouvantail. Pas de bâton ramassé pour faire une clôture. Luna fredonnait tout en enfouissant un dessin de fleurs dans la terre comme une offrande. Ensemble, elles reconstruisirent. À la tombée de la nuit, le jardin avait de nouvelles rangées, des lignes plus solides et des défenses de fortune en place. L'épouvantail, bancal et à moitié vêtu d'une vieille salopette, montait la garde comme une promesse silencieuse. À l'intérieur, Mabel remuait une marmite de pizzole pendant que les filles nettoyaient. Sarah avait de la boue dans les cheveux. Noémie avait les mains égratignées
Et même Leah avait des taches de saleté sur les joues, mais personne ne se plaignait. Don Teodoro entra et renifla l'air. On dirait que vous avez aussi pris possession de la cuisine. Je l'ai juste emprunté, répondit Mabel, bien décidée à la voler. Il rit sous cape et s'assit pendant que les filles se servaient. Des rires plus sincères que ceux entendus dans cette maison depuis longtemps éclatèrent. Pendant qu'ils mangeaient, Mabel jeta un coup d'œil aux filles. Elles n'étaient pas encore guéries, mais elles apprenaient à nouveau à prendre les choses avec douceur, comme des graines dans la terre, comme la confiance. Après le dîner, elle sortit sur le porche et s'assit seule sous les étoiles. Derrière elle, Léa sortit en tenant la boîte de graines. « Il y en a encore, dit-elle, des centaines d'autres. Il nous faudra plus de terre, répondit Mabel en se décalant pour lui faire de la place. Ensemble, elles contemplèrent le ciel où même les étoiles ressemblaient à des graines attendant d'être plantées. La journée commença comme les autres, la lumière envahissant les collines, les coqs chantant avant même que le soleil ne dépasse la cime des arbres. Mais quelque chose dans l'air semblait étrange, trop calme, le genre de calme qui annonçait quelque chose. Emma Bell se tenait devant la cuisinière, en train de retourner des tortillas, lorsque Teodoro entra, les bottes encore couvertes de poussière de sa tournée matinale. Il ne s'assit pas, mais resta debout près de la porte, son chapeau dans une main, le front plissé. « Ils arrivent aujourd'hui, dit-il. » Mabel se retourna, s'essuyant les mains sur son tablier. « Qui ?» Il hésita. « La sœur de ma défunte épouse, Tia Rennie. » Mabel haussa un sourcil. « Tu ne m'avais pas parlé d'une belle-sœur. Je ne pensais pas que ce serait nécessaire. Elle vit près de la limite de la ville. Elle vient 1 ou 2 fois par an. Elle pense qu'elle dirige tout. Vraiment, elle essaye. » Mabel gloussa, puis s'interrompit en voyant son visage. « Ou elle n'aime pas les nouvelles personnes. Elle n'aime pas le changement, dit Teodoro, surtout les femmes qui prennent la place de sa sœur. » Mabel se retourna vers la cuisinière, les épaules droites. « Je n'essaie pas d'être sa sœur. Elle s'en fiche. » Au petit déjeuner, les filles picoraient dans leur assiette. Leah était inhabituellement silencieuse. No jetait des coups d'œil vers la fenêtre. Même Luna semblait abattue. Sans son rire habituel, elle tournait sa cuillère en rond. Mabel posa un bol devant Sarah, qui ne leva pas les yeux. « Elle nous déteste toutes, » dit soudain Sarah. « Elle nous appelle les petites erreurs de Teodoro. » Sarah Leah s'écria. « Arrête !» C'est vrai. Mabel sentit l'atmosphère changer dans la pièce. C'était comme si les murs s'étaient resserrés. Elle regarda Teodoro qui était assis, raide, la mâchoire serrée. « Je ne la laisserai pas leur dire ça en face, » dit Mabel doucement. « Tu n'auras pas à le faire, répondit-il. Je m'en occuperai. » Mais il ne semblait pas sûr de lui. En milieu de matinée, les filles s'étaient retirées dans leur chambre, faisant semblant de lire ou de faire la sieste. Mabel essuyait la table pour la 3e fois lorsque 3 coups secs et impatients retentirent, comme si quelqu'un essayait de tester la solidité de la porte. Teodoro alla ouvrir. Mabel se tenait derrière lui, à moitié caché par le couloir. Tia entra comme si elle était chez elle. Elle portait une robe noire, ses cheveux étaient tirés en arrière et ses lèvres étaient pincées en une ligne aussi tranchante que du fil barbelé. Elle affichait son mépris comme un foulard, de manière évidente et pesante. « Ça sent encore la saleté ici, dit-elle. »« De rien, répondit Teodoro d'un ton neutre. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur Mabel. « Et qui est-ce » demanda Irène comme si elle le savait déjà. Mabel s'avança. « Ita Mabel, tu n'as pas l'air d'une domestique. »« Je n'en suis pas une. » Irène haussa les sourcils. « Alors, qui es-tu exactement » Mabel ne s'y a pas. Une femme qui travaille dur, s'occupe de ses affaires et cuisine mieux que la plupart des gens. Le coin de la bouche d'Irène trembla. « Eh bien, nous avons tous nos illusions. » La voix de Teodoro se fit entendre à voix basse. « Irène, ce n'est pas nécessaire, dit Mabel. J'ai entendu pire de la part de personnes qui comptaient davantage. » Irène plissa les yeux, mais ne dit rien. Elle passa l'après-midi à parcourir la maison, inspectant comme si c'était son devoir, vérifiant le garde-manger, soulevant les rideaux, commentant même que le linge de maison ne sentait plus la lavande comme avant. Luna suivit Mabel pendant presque toute la journée, ses petits doigts agrippés à l'ourlet de son tablier. « Elle est comme un vent froid, » murmura-t-elle une fois. « Elle me donne mal au ventre. »
Le soir venu, les filles s'étaient dispersées comme des oiseaux dans une tempête. Le dîner fut tendu. Irène était assise à table comme une reine, jugeant un repas à la cour. Mabel servait sans faire de commentaires, mais ses mains étaient fermes et les plats étaient chauds et parfaitement assaisonnés. À mi-chemin du repas, Irène posa sa fourchette. Tu as grossi, Theodoro. Theodoro ne leva pas les yeux. Et tu n'as pas changé du tout. Mabel prit une inspiration lente et régulière. Puis je me tournai vers Leah. Tu écris toujours des poèmes en secret? La cuillère de la chère Leah s'est figée en plein mouvement. Je trouvais souvent des petits carnets cachés sous ton matelas. Ta mère détestait ça. Elle n'est pas là, a dit Leah d'une voix posée. Non, a dit Irène en prononçant les mots avec précision. Mais moi, je suis là. Mabel est intervenue. Et peut-être que tu ne devrais pas l'être. La pièce s'est devenue silencieuse. Théodoro l'a regardé, surpris. Les filles se sont figées. Tu ne peux pas débarquer 2 fois par an et briser tout le monde comme des œufs. Mabel dit d'une voix calme mais dure comme le fer. Tu ne peux pas rappeler à ces filles tout ce qu'elles ont perdu et appeler ça une famille. Irène rit. Et tu es leur sauveuse? Non, dit Mabel. Je suis juste celle qui est restée. Le silence était assourdissant. Puis, lentement, Noam se mit à applaudir. Une fois, puis une autre, et encore une autre. Sarah se joignit à lui. Puis Luna, qui frappa sa petite cuillère contre la table avec un sourire. Même Leah sourit. Théodoro regarda Irène. Je pense qu'il est temps que tu partes. Irène se leva brusquement, attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Tu vas le regretter. Mabel la suivit à mi-chemin, non pas pour discuter, mais simplement pour la regarder partir. Au seuil de la porte, Irène se retourna. Tu n'as pas ta place ici. Tu sais qu'ils se retourneront contre toi dès qu'ils le pourront. Mabel pencha la tête. Peut-être, mais d'ici là, je leur apprendrai à se défendre. La porte se referma derrière Irène avec un bruit sourd qui semblait définitif. Plus tard dans la nuit, après avoir fait de la vaisselle et couché les filles, Mabel s'assit sous le porche, le dos endolori, la poitrine serrée. Théodoro la rejoignit avec 2 tasses de thé à la cannelle. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il. »« Si, je l'étais, répondit-elle. Ils burent en silence pendant un moment. Elle avait raison sur un point, dit finalement Théodoro. Ils se retournent contre les gens, mais pas contre ceux qui restent. Mabel acquiesça. Alors je resterai. À l'intérieur, Léa les observait depuis le couloir. Les murs ne lui donnaient plus l'impression de se refermer sur elle. Ils semblaient me protéger, comme une maison qui avait retrouvé sa forme. Demain, Mabel aiderait Luna à peindre ses animaux en argile. Aucun ami ne lui montrerait de poèmes secrets. Et Théodoro parlerait moins, mais se tiendrait un peu plus près d'elle quand personne ne regarderait. Le jardin n'avait pas encore fleuri, mais les racines s'enfonçaient profondément. Le lendemain du départ de Tia, la maison était plus calme que d'habitude, mais pas d'une manière qui laissait présager un problème. C'était une douceur, un calme qui s'installe après une tempête. L'air sentait les tortillas chaudes et la terre du jardin, et le soleil pénétrait par la fenêtre de la cuisine en larges rayons paresseux. Mabel se tenait debout devant le comptoir, mélangeant de la masa dans un bol en argile. Ses poignets bougeaient en rythme, pressés, tournés, pliés. C'était un son que la maison connaissait bien, l'insistance tranquille de quelqu'un qui construit une vie à partir de petites choses. De l'autre côté de la pièce, Luna colorait une nouvelle figurine en argile, un lapin avec des ailes. Sarah tressait, pas des cheveux, et pour une fois, les filles ne se chamaillaient pas. Même Leah était restée dans la cuisine, à moitié plongée dans un livre tout en épluchant des pommes. Puis vint le bruit des sabots, rapide. La voix de Théodoro cria avant même que l'on frappe à la porte. Mabel s'essuya les mains sur son tablier et alla lui ouvrir. De la poussière collait à ses bottes et à son pantalon. Son visage était tendu par l'inquiétude. « Nous avons un problème, dit-il. L'un des veaux a disparu. La clôture de Coyote a été coupée. » Elle se figea. « Coupée? » Il acquiesça. « On dirait que quelqu'un est entré sur nos terres. » Théodoro se tourna vers Leah, qui les avait suivis dehors. « Reste avec tes sœurs. Ne laisse personne s'approcher de la maison avant mon retour. »« Je viens avec toi, dit Mabel. » Théodoro hésita. Ce n'était peut-être pas prudent. « Je ne te demandais pas ton avis. » Ils partirent ensemble. Lui sur son vieux cheval, Mabel derrière lui sur une mule empruntée. La selle était raide et grinçante. La terre s'étendait à perte de vue, sèche. Des broussailles cachaient des ombres dans toutes les directions.
Ils trouvèrent de la brèche dans la clôture près du bord du pâturage ouest. Le fil de fer avait été sectionné net, comme avec des pinces coupantes. Teodoro mit pied à terre et s'accroupit, passant ses doigts le long du bord de la brèche. « Ce ne sont pas des animaux, » marmonna-t-il. « Quelqu'un est passé par là la nuit dernière. » Mabel scruta l'horizon. Des voleurs de bétail ou quelqu'un qui essaie d'envoyer un message. Qui t'enverrait un message en volant un veau? Teodoro se leva lentement. Des gens qui pensent que j'ai plus que ce que j'ai. Ou peut-être quelqu'un qui n'aime pas l'idée que ce range soit remis en état. As-tu des ennemis? Il ne répondit pas tout de suite. J'ai fait des erreurs. Elle le regarda. N'en avons-nous pas tous fait? Ils suivirent les traces pendant 1 kilomètre avant de les perdre dans le lit du ruisseau. La chaleur augmentait et la sueur coulait dans le dos de Mabel comme un avertissement, mais ses mains restaient fermes sur les rênes. Sur le chemin du retour, Teodoro était silencieux. « Mabel, laisse le silence s'installer. J'ai raté un marché, dit-il finalement. L'année dernière, avant ton arrivée. Raté dans le sens où un homme nommé Bartolo Cortez, un fournisseur local, m'avait promis de la nourriture et du matériel pour un quart du prix. J'aurais dû me méfier. C'était une arnaque. J'ai presque tout perdu. Tu dis que le shérif n'a pas pu le prouver. Se pourrait-il qu'il soit derrière la clôture? Peut-être. Mais si c'est Bartolo, il n'en a pas seulement après les animaux. Il en a après la terre. Ils revinrent et trouvèrent Leah postée sous le porche comme un soldat, les bras croisés, un couteau de cuisine glissé dans sa ceinture. Sarah et Noam regardaient par la fenêtre et Luna dormait recroquevillée sur le canapé, une peluche serrée contre sa poitrine. Mabel entra et s'assit lourdement, retirant ses bottes. Teodoro versa de l'eau dans un pichet et lui tendit un verre. « Merci, dit-il, de m'avoir accompagné, de ne pas l'avoir eu peur. » Mabel le regarda droit dans les yeux. « La peur est un luxe. Je n'en ai plus depuis des années. » Il acquiesça d'un petit signe de tête respectueux. Cette nuit-là, Mabel ne parvint pas à dormir. Elle s'assit sous le porche avec une lanterne, une tasse de thé et la lune. Les étoiles au-dessus d'elle étaient froides et lointaines, éparpillées comme de vieux os dans l'obscurité. Des pas crissèrent derrière elle. C'était Leah. « Tu penses que quelqu'un va revenir? » demanda-t-elle. « C'est généralement le cas, » répondit Mabel. « Les brutes aiment tourner en rond autour de ceux qu'elles ne peuvent pas effrayer. » Leah s'assit à côté d'elle. « Que ferons-nous s'ils reviennent? » Mabel but une gorgée de thé. « Nous resterons debout. » Les yeux de Leah scrutèrent les ombres. « Tu penses vraiment pouvoir nous protéger? » Mabel ne répondit pas tout de suite. « Je ne peux pas promettre que rien n'arrivera, mais je peux promettre que je ne partirai pas. » Leah la regarda et, pour la première fois, sa voix n'était pas acerbe lorsqu'elle dit « D'accord. » Le lendemain matin, elles commencèrent à renforcer la clôture. Teodoro dirigeait les travaux, Mabel à ses côtés, munie de fils de fer et de gants. Noémie apporte des outils. Sarah aide à transporter le bois. Même Leah travaille sans se plaindre. Plus tard, alors qu'elles installent un épouvantail dans le champ le plus éloigné, Luna demande à Mabel « Pourquoi les méchants font-ils de mauvaises choses? » Mabel ajuste le chapeau de paille sur la tête de l'épouvantail. « Parce qu'ils pensent que la gentillesse est une faiblesse. » Luna fronce les sourcils. « C'est vrai? » « Non, répond Mabel. C'est la chose la plus difficile qui soit. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, un camion s'est arrêté à l'entrée de la propriété. Theodora est sortie pour l'accueillir. Mabel observait depuis la fenêtre, les mains encore sur la pâte. Un homme est descendu, grand, mince, avec une dent en or et un sourire nonchalant. « Barolo, » murmura Mabel. L'homme parlait d'une voix basse et douce, comme quelqu'un qui avait appris à mentir en transformant ses mensonges en mélodie. Teodoro parlait peu, son attitude était prudente. Puis Barlow regarda vers la maison, droit vers elle. Il sourit. Mabel s'éloigna de la fenêtre, s'essuya les mains et détacha son tablier. Elle sortit sur le porche au moment où Barlow l'appelait. « Est-ce que la nouvelle seigneura de la maison? » Mabel ne broncha pas. Cela dépend de qui pose la question. Il souleva son chapeau. « Juste un homme qui propose ses services. » « J'ai déjà vu votre genre d'affaires, dit-elle. Elle s'accompagne de clôtures cassées et de veaux disparus. » Son sourire s'élargit. « Femme intelligente, ce serait dommage que vous mettiez votre nez là où il ne faut pas. » Teodoro s'interposa entre eux. « Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Partez. » Bartolo haussa les épaules, remonta dans son camion et repartit sans un mot.
Mais la poussière qu'il avait soulevée mit longtemps à retomber. Plus tard dans la nuit, Mabel s'assit avec Teodoro dans la cuisine, raccommodant une vieille couette pendant qu'il réparait le pied d'une chaise cassée. « Il reviendra, dit-elle. Je sais, et nous serons prêts, ajouta-t-elle, parce que la peur est un luxe. Teodoro leva les yeux. Tout le monde ne le sait pas. Mabel sourit. Alors nous leur apprenons. Dehors, le vent faisait vibrer la lampe du porche. L'épouvantail se tenait comme une ombre au clair de lune, les bras grands ouverts dans l'obscurité. Demain apporterait plus que de simples corvées. Il apporterait des décisions et peut-être même du danger. Mais ce soir-là, la maison tenait bon, et eux aussi. À l'aube, la tension était déjà palpable, comme l'humidité avant un orage d'été. La maison craquait dans le silence tandis que Mabel se déplaçait dans la cuisine, chauffant du café sur la vieille cuisinière. Elle n'avait pas besoin de jeter un coup d'œil dehors pour savoir que Teodoro était déjà parti vérifier des clôtures. Chaque bruit, le sifflement de la bouilloire, le craquement du bois, même les pas légers de Luna qui entrait dans la pièce semblaient plus nets, plus proches. Luna grimpa sur le tabouret et posa sa tête contre le bras de Mabel. « Sommes-nous en sécurité ?» murmura-t-elle. Mabel ne répondit pas tout de suite. Elle tendit à la fillette une tasse de lait chaud. « Nous sommes fortes, dit-elle finalement. Parfois, c'est plus sûr que la sécurité. » Elle sortit sur le porche alors que le ciel s'éclaircissait, scrutant le chemin de terre qui serpentait entre le portail principal et la maison du ranch. Chaque pierre déplacée, chaque branche cassée attirait son attention. La peur n'était pas nouvelle pour Mabel. Elle avait simplement changé de visage. Ce n'était plus la faim ou la solitude, ni une nuit froide sous un toit qui fuyait. Maintenant, c'étaient les gens, les hommes, le pouvoir. Et Bartolo Cortez n'en avait pas fini. L'épouvantail se pencha légèrement dans le vent, comme s'il écoutait aux portes. Derrière elle, Leah ouvrit la porte moustiquaire. Elle était habillée pour le travail, avec des bottes, des gants fourrés dans sa poche arrière et les cheveux tirés en arrière. Mais son visage trahissait la tempête qui faisait rage en elle. « Il revient aujourd'hui, n'est-ce pas? Il reviendra quand il pensera que nous sommes le plus faibles, » dit Mabel. « Alors ne lui donnons pas cette occasion. » Leah s'avança. « Nous devrions le dire au shérif. » Et lui dire quoi? Qu'un homme a souri trop lentement et s'est tenu trop près. Mabel secoua la tête. « Les lois ont des failles et Bartolo sait où elles se trouvent. Il pourrait te faire du mal. » Mabel la regarda. Il a déjà essayé, mais pas encore avec ses poings. Elle est passant la matinée à renforcer les serrures de la grange et à cacher les objets de valeur et à mettre les outils en sécurité. Noah organisa les provisions dans le garde-manger. Son efficacité discrète contrebalançait de manière apaisante le chaos qui régnait à l'extérieur. Même Sarah, qui avait généralement besoin qu'on lui rappelle de faire quelque chose, nettoya les fenêtres sans se plaindre. Mais le malaise était contagieux. À midi, Teodoro revint. Il était couvert de poussière, sa chemise était sombre de sueur. La clôture, au fond, a encore été lacérée, dit-il en s'affalant sur une chaise. Les traces mènent vers le ravin. Le même camion, demanda Mabel. Teodoro acquiesça. Ils n'ont rien pris cette fois-ci. Ils voulaient juste montrer qu'ils en étaient incapables. Mabel serra les mâchoires. Cela signifie ce soir. Teodoro jeta un coup d'œil aux fils qui étaient rassemblés au fond de la pièce et faisait un semblant de ne pas écouter. Je ne veux pas qu'elle se retrouve prise au milieu de tout ça. Elles le vont déjà. Il la regarda. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'attend pas. Cet après-midi-là, Mabel chargea le fusil. Il était vieux, un peu rouillé au niveau de la charnière, mais toujours fiable. Elle le plaça derrière la porte de la cuisine, enveloppé dans une serviette. Teodoro prépara une lanterne, une corde supplémentaire et une fusée éclairante. « On n'est pas des justiciers, prévint-il. Nous sommes des protecteurs, répondit Mabel. Il y a une différence. Alors que le crépuscule envahissait le ranch, peignant les collines de longues ombres, Mabel rassembla les filles. « Vous allez dormir dans la cave ce soir, dit-elle, juste pour cette nuit. » Sarah leva les yeux au ciel. « À cause de lui? Parce que j'ai besoin de savoir que vous êtes en sécurité, répondit Mabel fermement. Luna serra son âne en peluche contre elle. « Tu seras avec nous? » Mabel s'accroupit à sa hauteur. « Je serai juste au-dessus de vous. Si quelque chose arrive, je serai la première à intervenir. » Leah la prit à part. « Je veux aider. »« Tu aides déjà, dit Mabel, pas en te cachant. » Mabel l'observa.
Il y a plusieurs sortes de courage. Parfois, protéger les autres signifie prendre du recul. Je peux m'en occuper. Je sais que tu peux. C'est pourquoi j'ai besoin que tu guides les filles. Léa la fixa du regard, puis acquiesça lentement. D'accord, mais ne me mens pas, ma belle. Si quelque chose tourne mal, tu le sauras. À la tombée de la nuit, la porte de la cave était fermée. La lanterne était allumée à l'intérieur. Des couvertures étaient étalées. Mabel se tenait debout sous la lumière du porche. Théodora attendait près de la grange, un fusil à pompe en bandoulière. Ils ne se parlaient pas. Ils attendaient simplement. Il était presque minuit lorsque les phares apparurent. 2 camions roulaient lentement sur la route, comme s'ils étaient chez eux, comme s'ils avaient déjà fait cela auparavant. Mabel sortit dans la cour. Barolo descendit du siège passager. « Sora, dit-il d'un ton traînant. « On a pensé passer vous voir. Nous sommes fermés, dit Mabel. Il sourit. « On ne dirait pas que vous étiez ouvert au départ. » Théodoro contourna la grange. « Partez. » Barolo leva les mains. « Nous ne faisons que passer. Nous avons pensé que vous voudriez peut-être renégocier certaines dettes anciennes. Vous ne possédez rien ici. » Mabel dit cela. Alors il s'approcha. « Vous voyez, j'ai des papiers qui disent le contraire. De vieux contrats, des droits fonciers. Vous avez peut-être été trop occupé à jouer à la dinette pour vérifier les petits caractères. » Mabel ne s'y pas. « Vous avez amené des hommes pour une question administrative. Ils sont juste là pour vous tenir compagnie. » Derrière elle, la lumière du porche clignota. Le vent se leva dans les champs. Mabel s'avança. « Vous êtes venus ici en pensant que nous aurions peur. » Le sourire de Barolo s'estompa légèrement. Elle leva le menton. « Mais ce ranch ne fonctionne pas grâce à la peur. Il fonctionne grâce au travail, à la sueur, à des filles qui en ont trop vu pour s'incliner maintenant. Vous voulez le brûler? Vous devrez d'abord passer sur mon cadavre. » Théodoro arma le fusil. Les hommes de Barolo échangèrent des regards pendant un long moment. Puis Barolo éclata d'un rire sec et creux. « Vous avez du feu, je vous l'accorde. Partez, dit Mabel. » Barolo la fixa du regard pendant une seconde, puis il se tourna vers ses hommes. « Allons-y, dit-il sèchement. Cet endroit ne vaut pas la peine d'être réduit en cendres. » Les camions reculèrent, soulevant un nuage de poussière semblable à de la fumée. Mabel ne respira pas avant que le dernier feu arrière ait disparu derrière la colline. Elle s'appuya contre le poteau, le souffle haletant. Théodoro la rejoignit. « Tu avais raison, la peur est un luxe. » Elle lui adressa un sourire fatigué. « C'est un luxe que je ne peux pas me permettre. » Ils restèrent silencieux. Dans la cave, les filles s'agitèrent. À l'étage, le fusil resta derrière la porte, au cas où. Mais dehors, la nuit avait changé. La terre n'avait plus peur, et eux non plus. La tempête ne vint pas le lendemain, ni de Barlow, ni de la loi, ni même du ciel. Au contraire, le matin s'éveilla doux et étrangement calme, comme si le monde retenait son souffle. Les filles se levèrent tôt, Holmes. Leurs nerfs étaient encore à vif après la nuit passée dans la cave, mais la maison était toujours debout. Les clôtures n'étaient pas coupées. La lumière du porche avait enfin cessé de clignoter. Mabel se tenait pieds nus dans la cour, son café refroidissant dans sa main, regardant fixement la longue rose du jardin. La plupart des pousses avaient survécu. Quelques-unes montraient même les premiers signes de floraison. Derrière elle, Théodoro s'approcha d'un pas lent. « Tu n'as pas dormi. »« Et toi ?» demanda Mabel. Il secoua la tête. « Pas vraiment. » Il y avait désormais quelque chose entre eux, tacite mais solide. Un respect né du fait d'avoir affronté le feu et refusé de reculer. « Tu penses qu'il reviendra ?» demanda Théodoro. Mabel ne répondit pas tout de suite. « Peut-être pas. Peut-être que nous n'en valions pas la peine, après tout. » Théodoro jeta un regard de côté. « Tu en vaux la peine. » Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air un peu plus longtemps que nécessaire, mais Mabel se contenta de sourire tranquillement et se retourna vers le jardin. Plus tard, alors qu'elle faisait la lessive dans le puits à l'arrière, Mabel trouva Luna assise près du seau d'eau, son cahier ouvert. « Sur quoi travailles-tu » demanda-t-elle. Luna retourna la feuille. C'était un dessin du ranch, mais pas tel qu'il était actuellement, tel qu'il pourrait être. Le jardin était en pleine floraison, le trou dans la clôture, l'épouvantail coiffé d'une couronne. « C'est ce que nous sommes en train de construire, » dit Luna. « Un endroit qui ne s'effondre pas à chaque fois que quelqu'un crie. » Mabel s'assit à côté d'elle. « Tu sais, quand j'avais ton âge, je ne pensais pas se trouver un jour un endroit comme celui-ci. Vraiment, Mabel? »
Elle regarda vers les collines. Je pense que oui. Non, je suis sorti avec un panier de haricots à écosser. Elle s'installa à côté d'elle, silencieuse mais proche d'elle, se détendant enfin au rythme de la maison. Sarah les suivit avec un livre qu'elle ne voulait pas lire, mais qu'elle ne voulait pas lâcher. Même Leah sortit entraînant une porte de poulailler à moitié terminée. La famille, ce n'est pas toujours celle avec laquelle on est, dit Mabel en les regardant se rassembler. Parfois, c'est celle qui se présente quand le toit commence à fuir. Cet après-midi-là, le rythme de la vie reprit son cours. Les filles reprirent leurs tâches ménagères. Les rires revirent dans les couloirs et Teodoro répara lui-même la porte cassée. Il ne parlait pas beaucoup, mais il n'en avait pas besoin. La façon dont il vérifiait les serrureries et resserrait les charnières en disait plus long que les mots, mais juste au moment où le monde semblait s'être calmé, une lettre arriva. Le facteur ne resta pas longtemps. Il a simplement remis l'enveloppe à Noémie à la porte et a soulevé son chapeau avant de repartir. Elle l'a retourné entre ses mains et a couru vers Mabel. « C'est pour toi », a-t-elle dit, essoufflée. Mabel s'est séché les mains et l'a prise. L'écriture sur le devant lui était inconnue, trop soignée, trop formelle. Elle l'a ouverte lentement. Le papier était sec et rigide. « Mabel, si tu reçois cette lettre, cela signifie que l'avocat t'a finalement retrouvé. Je t'écris parce que j'ai entendu dire que tu t'étais installé au ranch Espinosa. Tu as toujours su retomber sur tes pieds. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'ai besoin de te dire ce que je ne t'ai jamais dit à l'époque. Tu n'avais rien à te reprocher, Mabel. Ni ton corps, ni ta voix, ni ta façon d'aimer. C'était toujours moi qui avais tort. Je suis parti parce que j'avais peur d'être connu, de rester. Mais je n'ai jamais cessé de me souvenir de la façon dont tu rendais même le silence rassurant. Je ne sais pas si cette lettre arrive trop tard, mais si ce n'est pas le cas, s'il reste quelque chose de ce que nous étions, viens me retrouver. 1. Mabel l'a lu 2 fois, ses mains tremblant légèrement la deuxième fois. Elle la plia soigneusement et la glissa dans la poche de son tablier. No l'observait. Mauvaise nouvelle, dit doucement Mabel, vieille les nouvelles. J'essaye de la faire revivre. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à table pour dîner, l'esprit de Mabel vagabondait vers la lettre à R, vers une vie antérieure à celle-ci. Une vie faite de routes et de wagons de train, de chagrins discrets et de longues nuits passées à fixer des plafonds sous lesquels elle n'avait pas sa place. « Ça va ?» demanda Teodoro de l'autre côté de la table. Elle leva les yeux. Oui, juste un fantôme qui passait. Il n'insista pas. Une fois la vaisselle faite, Mabel sortit sur le porche. Les filles étaient déjà couchées, la maison était sombre et calme. Elle reprit la lettre dans ses mains, relisant chaque mot. « Tu n'es pas obligé de répondre », dit Leah derrière elle. Mabel se retourna. Leah était sortie sur le porche, les bras croisés, mais sans attitude défensive. Parfois, ceux qui sont partis ne peuvent pas nous demander de venir les retrouver. Mabel esquissa un sourire ironique. « Tu as toujours été aussi perspicace. J'ai appris auprès de la meilleure. » Elles restèrent assises en silence. « Tu l'aimes » demanda Leah au bout d'un moment. « Ce n'était pas un « lui », répondit Mabel. « Et oui, je l'aimais. Peut-être que je l'aime encore. » Leah acquiesça, sans broncher. « Ça te met mal à l'aise? » « Non. » Leah répondit simplement. « Ça te rend honnête. » Mabel cligna lentement des yeux, quelque chose se dénouant dans sa poitrine. « Tu sais, pour une fille de ton âge, tu portes un lourd fardeau. » Leah esquissa un demi-sourire. « Toi aussi. » Elles restèrent assises jusqu'à ce que les grillons se mettent à chanter. Mabel se leva. « Demain, on commence à réparer la clôture est. C'est déjà sur la liste, » dit Leah. « Tant mieux, car que les fantômes écrivent des lettres ou non, nous avons toujours des terres à défendre. » Et pour la première fois depuis la nuit dans la cave, Mabel s'autorisa à ressentir quelque chose qui ressemblait à la paix. Non pas la certitude, ni la sécurité, mais la conviction que quoi qu'il arrive, l'amour, le danger, le pardon, elle pourrait y faire face debout. Demain, elle répondrait peut-être. Mais ce soir-là, elle regarda les collines s'assombrir sous les étoiles et sut une chose avec certitude. Je n'ai pas survécu à tout cela pour oublier qui je suis aujourd'hui. Le soleil matinal venait à peine de dépasser la crête lorsque l'on frappa à la porte. Le bruit était trop faible pour être inquiétant, trop tôt pour être amical. Mabel ouvrit la porte, une main sur la hanche et l'autre serrant un torchon humide. Sur le porche se tenait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années.
Une silhouette nerveuse, burinée par les intempéries et familière d'une manière qui lui remua quelque chose au plus profond de sa poitrine. Il ôta son chapeau et hocha la tête. « Ça fait longtemps, ma belle. » Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de fixer la cicatrice estompée sous son œil droit, celle qu'elle avait l'habitude de tracer du doigt lorsqu'ils étaient allongés en silence. Il y a des années et des vies. Ramon, dit-elle enfin d'une voix neutre, je ne m'attendais pas à un comité d'accueil. J'avais juste besoin d'un moment. Elle croisa les bras. Tu m'as écrit une seule lettre. Ça ne te donne pas le droit de venir me rendre visite. Il baissa les yeux et frotta le bord de son chapeau entre ses doigts. Je ne suis pas venu pour remuer le couteau dans la plaie. Je voulais juste voir si tu existais vraiment. Derrière elle, No jeta un coup d'œil depuis la cuisine. Mabel se retourna et lui fit un signe de tête. Tout va bien, ma chérie. C'est juste quelqu'un d'autre. No disparut à nouveau, mais non sans jeter un dernier regard. Ramon s'éclaircit la gorge. Je ne savais pas où aller. Les choses ont mal tourné à Santa Teresa. J'ai entendu dire que tu étais ici. J'ai entendu dire que tu avais réussi. Mabel resta de marbre. Ça ne t'appartient pas pour autant. Je n'essaie pas de te prendre quoi que ce soit. Tu l'as déjà fait. Cela fit mal. Ramon détourna les yeux en tressaillant. Tu le portes encore comme une blessure récente, dit-il. Certaines blessures ne cicatrisent pas, répondit Mabel. Ils restèrent debout dans la chaleur de l'entrée, le genre de silence qui crépite plus qu'il n'apaise. Finalement, elle s'écarta. Une tasse de café, puis tu t'en vas. Il entra lentement, comme un homme qui pénètre dans un lieu sacré qu'il ne mérite pas. La cuisine sentait la cannelle et le pain. Sarah aidait Luna à verser du jus de fruits, et Teodoro n'était pas encore rentré, parti vérifier les champs éloignés avant que la chaleur ne devienne insupportable. Mabel a versé le café sans demander à Ramon comment il l'aimait. Elle lui a tendu la tasse et s'est assise en face de lui, les coudes sur la table, le regard fixe. « Tu as l'air en forme, a-t-il dit. Ne mens pas. » Il sourit faiblement. « D'accord, tu as l'air forte. » Elle acquiesça d'un signe de tête. « Je le suis. » Ils s'assirent, la vapeur montant entre eux. « Tu y as déjà pensé ?» demanda-t-il. « À quoi à nous? » « Je pense à la femme que j'ai dû devenir après ton départ, » dit Mabel. « Ça compte? » Ramon grimaça. « Je ne suis pas parti parce que je m'en fichais. Je suis parti parce que je ne pouvais pas supporter ça. L'amour, la pression, tu as toujours été plus courageuse que moi. » Mabel le fixa du regard. « Alors pourquoi revenir maintenant? Parce que j'ai entendu parler de ce que tu as fait ici avec les filles et de cette terre, et j'ai pensé que je pourrais peut-être aider. » Elle éclata d'un rire sec. « Aider. Tu as fui tes responsabilités. Mais maintenant, tu veux construire des clôtures et élever des enfants qui ne sont pas les tiens. Je ne compte pas les élever. Je veux juste être témoin de quelque chose de bien avant de mourir. » Les mots restèrent suspendus, lourds, sincères. Dehors, le vent soulevait la poussière en petite spirale. À l'intérieur, les filles essayaient de ne pas écouter, mais elles ne pouvaient s'en empêcher. Mabel le regarda longuement et intensément. « Je ne suis plus en colère, Ramon. Mais je ne suis pas à toi non plus. Je sais. J'ai des filles à protéger, un homme qui se présente quand il dit qu'il le fera, un ranch qui me donne enfin l'impression d'être chez moi. » Il acquiesça lentement. « Je voulais juste voir si j'avais été remplacé. » La voix de Mabel baissa. « Tu étais enterré. C'est différent. » Ils restèrent assis un moment sans rien dire. Puis Ramon se leva. « Merci pour le café. » Elle le suivit jusqu'à la porte. Alors qu'il sortait, il s'arrêta. « Tu as dit quelque chose une fois, dit-il en se retournant. Tu as dit que tu me survivrais. Je ne t'ai pas cru. Et maintenant, je vois que je n'étais pas la tempête dans ta vie. Juste le vent qui t'a poussé vers quelque chose de mieux. » Il souleva son chapeau et s'engagea sur le chemin, ses bottes soulevant la poussière, les épaules voûtées, mais plus léger qu'à son arrivée. Mabel ne le regarda pas partir. Elle retourna dans la maison. Teodoro revint avant midi. La sueur sur son front avait séché, laissant une ligne salée au-dessus de sa tempe. Il la trouva en train d'étendre le linge avec Luna à ses côtés, toutes deux fredonnant la même mélodie à voix basse. « Tu as eu de la visite, » dit-elle sans lever les yeux. « J'ai vu les traces, » répondit-il. « Ça va? » « Je me sens mieux maintenant qu'avant son arrivée. » Teodoro se tint à côté d'elle. Voulait-il une conclusion ou une rédemption? L'une des deux. « Tu lui as donné? »
Je lui ai donné du café, dit-elle. C'est plus que ce qu'il m'a donné quand il est parti. Ils suspendirent le dernier drap en silence. Puis il se pencha et ajusta la corde, effleurant doucement son poignet. Je n'essaie pas de remplacer qui que ce soit, dit-il doucement. Mabel le regarda. Ce n'est pas le cas. Tu es là. C'est mieux. Il acquiesça d'un signe de tête. Alors je continuerai à me montrer. Ce soir-là, alors que les filles aidaient à mettre la table, Leah s'approcha avec un mot plié à la main. Il était sous ta porte, dit-elle. Mabel le déplia. Il venait de Ramon, court et concis. Mabel, merci pour la vérité, pour ta force. Je ne reviendrai pas. Mais je garderai en moi ce que j'ai vu ici. Tu as construit une vie à partir de ruines. C'est plus que la plupart des gens. Elle plia la note sans un mot et la glissa dans le tiroir avec les autres cicatrices de papier qu'elle n'avait plus besoin de relire. Le dîner fut calme, pas lourd, juste copieux. Le genre de calme qui vient d'une paix méritée et non donnée. Après la vaisselle, Mabel s'assit sous le porche alors que les étoiles apparaissaient. Teodoro la rejoignit, tout près mais sans la toucher. « As-tu déjà eu l'impression que tu n'avais pas fini de guérir, même après que la douleur ait cessé ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. Tous les jours. Elle se pencha en arrière, les yeux tournés vers le ciel. C'est peut-être ça, le problème. On ne guérit pas d'un seul coup. On construit simplement une nouvelle peau autour de l'ancienne, sous les étoiles, avec le vent qui souffle à nouveau doucement et sans fantôme en vue. Mabel ressentit enfin ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le sentiment d'être entière. La journée commença par un cri. Il transperça la brume matinale comme une lame, haut, aigu, indubitable. Mabel était dans la cuisine en train de rouler la pâte pour les biscuits du petit déjeuner lorsque ce cri brisa le calme. Pendant une seconde, elle se figea. Ses doigts tremblèrent. Le rouleau à pâtisserie glissa et tomba dans un bruit sourd. Puis un autre cri retentit, plus proche. Urgent, elle courut vers la porte, traversa le porche et se dirigea vers le champ. Noam courait vers la grange, le visage pâle et couvert de saleté, les yeux exorbités par la panique. « C'est Sarah !» cria-t-elle. « Elle saigne. » Mabel ne demanda pas comment. Elle n'attendit pas. Lorsqu'elle arriva à la grange, Theodora était déjà agenouillée à côté de Sarah, qui était assise par terre, serrant fermement sa main, du sang s'écoulant entre ses doigts. Elle essaya d'escalader le vieux poteau de clôture. Teodoro marmonna. La rouille lui déchira la paume. Les lèvres de Sarah tremblaient, les dents serrées contre la douleur. Mabel tomba à genoux à côté d'elle, le cœur battant à tout rompre. « C'est profond, dit-il, elle d'une voix calme mais tendue. Il faut nettoyer la plaie, arrêter le saignement. »« Je ne voulais pas, » sanglota Sarah. « Chut, ma chérie, il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un, il s'agit de réparer. » Elles enveloppèrent sa main dans le mouchoir de Teodoro, puis la portèrent jusqu'à la maison. Mabel fit bouillir de l'eau et la versa sur des chiffons. Luna restait près de la porte, serrant son âne en peluche comme un talisman. Sarah grimaça pendant que Mabel nettoyait la blessure. « Tu es courageuse, dit-elle. Laisse la douleur passer. Ne la retiens pas. Retenir la douleur, c'est comme retenir le feu. Ça brûle plus longtemps. » Sarah acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. Une fois l'opération terminée, le saignement l'avait ralenti et sa main était propre et bien bandée. Mabel embrassa son front, puis s'assit en soupirant. « Elle va s'en sortir, » dit Teodoro depuis le seuil de la porte. « Physiquement, oui, murmura Mabel. Mais elle a escaladé cette clôture pour une raison. Elle est agitée, elle souffre. Ce soir-là, lorsque la maison fut calme et que les filles furent enfin endormies, Mabel sortit sur le porche. Teodoro la rejoignit, les bras croisés, le regard lointain. « Parfois, je me demande, dit-elle, à quel point les enfants portent en eux des blessures que nous ne voyons pas. »« Toutes, » répondit-il, « mais ils les portent mieux que nous. Je me suis trompé au sujet de Sarah. Je pensais qu'elle était simplement en colère. Mais ce n'est pas le cas. Elle est perdue. » Teodoro se frotta la nuque. « J'ai réfléchi. Il est peut-être temps de leur donner plus que des tâches ménagères et un toit. Elles ont peut-être besoin d'espoir. » Mabel le regarda d'un air interrogateur, comme un avenir. Dans le silence qui suivit, l'idée fit son chemin. Plus tard dans la semaine, ils se rendirent en ville, un voyage rare. Les filles portaient leurs plus beaux vêtements, les yeux écarquillés à la vue des bâtiments,
et des routes qui ne se terminaient pas dans la poussière. Mabel les emmena à la bibliothèque, au magasin général et même au magasin d'alimentation animale où Luna demanda si les poulets pouvaient choisir leur propre nourriture. Les filles ne demandèrent rien, mais Mabel leur acheta quand même un petit quelque chose à chacune. Du tissu pour Noé, un livre de poésie pour Leah, un harmonica pour Sarah et des craies de couleur pour Luna. Sur le chemin du retour, Leah regardait par la fenêtre. Je ne savais pas que la vie pouvait être ainsi, comme Mabel l'avait demandé, sans attendre que quelque chose de mauvais arrive. Ce soir-là, elles mangèrent des tamales et du pain au miel. Le rire revint, non pas comme un visiteur, mais comme un résident. Sarah jouait très mal de l'harmonica, mais avec cœur. Luna dessina des étoiles sur le sol du porche avec sa craie. Le lendemain matin, Mabel sortit la lettre que Ramon lui avait envoyée, celle à laquelle elle n'avait jamais prévu de répondre. Mais maintenant, elle la relut et la vit pour ce qu'elle était, non pas une porte, mais un miroir. Elle la brûla dans la cheminée, regarda les mots se recroqueviller et disparaître. « Ça va ?» demanda Teodoro en rentrant de l'extérieur. « Oui, répondit-elle, et je pense que nous devons parler aux filles. » Ce soir-là, elle les rassembla autour de la table. « Cet endroit n'est pas seulement une étape vers autre chose, dit-elle. Il nous appartient, mais cela signifie qu'il ne suffit pas d'y survivre. Il a besoin d'un avenir. » Leah pencha la tête. « Que veux-tu dire? »« Je veux dire l'éducation, ajouta Teodoro. Les livres, la musique, les compétences professionnelles. »« Tu es sérieux? » demanda No. « Tout à fait, répondit Mabel. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Tu veux que nous restions ici pour toujours? »« Non, dit Mabel. Je veux que vous ayez le choix de rester ou de partir, mais que vous partiez préparés, pas brisés. » Des larmes montèrent aux yeux de Luna. « Cela signifie-t-il que nous sommes une famille? » Mabel regarda chacun d'entre eux à tour de rôle. « Nous sommes une famille depuis le jour où nous avons commencé à nous protéger les uns les autres. » Ils votèrent sur les projets. Luna voulait une cabane dans les arbres. Leah voulait un coin bibliothèque dans la grange. Sarah voulait un espace musical clôturé où elle pourrait jouer fort et avec colère sans être jugée. Mabel a accepté toutes ces demandes. Le lendemain, ils se sont mis au travail. Teodoro a commencé à creuser des trous pour les poteaux de l'échelle de la cabane dans les arbres de Luna. Leah a dégagé un coin de la grange et mesuré les planches pour les étagères. Sarah jouait de l'harmonica à un rythme régulier tout en peignant une pancarte, interdit de chanter des chansons tristes. Noam a dessiné un plan pour un jardin commun avec des parterres séparés pour chaque fille et un pour Mabel. « Je veux cultiver de la lavande », a-t-elle dit. Mabel a souri. « Alors tu le feras. » Et à mesure que le ranch se transformait, l'atmosphère changeait aussi. Il n'y avait plus de tension. Il y avait de l'espoir. Un soir, alors qu'ils étaient tous assis dehors à regarder les étoiles, Teodoro a tendu une tasse de cidre à Mabel. « Aurais-tu cru cela possible? » demanda-t-il. « Je n'aurais jamais osé l'imaginer, répondit-elle. Il l'observa un instant, puis dit doucement. « Tu as pris des choses brisées et tu les as faites fleurir. » Mabel regarda le ranch où résonnaient les rires, où les clôtures se dressaient fièrement et où les ombres n'étaient plus hantées. « Je ne suis pas venue ici pour être la réponse de quelqu'un, dit-elle. Mais peut-être suis-je devenue ma propre réponse. » Et à cet instant, avec la lune basse et les filles appuyées les unes contre les autres, comme des racines sous un même arbre, Mabel sut qu'elles avaient créé quelque chose d'irréversible. Ni la perte, ni la peur, ni le passé ne pourraient l'effacer. Le soleil se levait à peine au-dessus de la crête, peignant le ciel de doux tons rouges et orangés, lorsque Leah fit irruption par la porte d'entrée, les yeux exorbités, le souffle court. « Ils l'ont emmenée, allait-elle. Ils ont emmené Luna. » Le monde s'arrêta. Mabel ne parla pas, ne posa pas de questions. Elle se contenta d'agir. Le café sur la cuisinière sifflait encore lorsqu'elle attrapa ses bottes. Les autres filles la suivirent dans la panique, le visage pâle et encore endormi. Teodoro arriva en courant depuis la grange. « Que s'est-il passé? »« Oh, elle dessinait près du portail, dit Leah en tremblant. Je suis allé chercher de l'eau. Quand je suis revenu, sa craie était là. Le dessin était à moitié terminé. Luna avait disparu. Le cœur de Mabel se mit à battre à tout rompre. « Aucun indice, demanda Teodoro en se dirigeant déjà vers le camion. « Juste des traces de pneus, répondit Leah. Mabel attrapa le fusil de chasse derrière la porte.
Alors nous allons les suivre. La route était sèche et les traces fraîches. Ils trouvèrent des traces de pneus dans la terre, en direction du sud. Mabel s'assit à l'avant, les poings serrés, fixant l'horizon comme si elle pouvait le déchirer. « Personne ne touche à mes filles, dit-elle. Personne ne prend ce que nous avons protégé au prix de notre sang. » Teodoro acquiesça. « Nous la ramènerons. » Ils roulèrent en silence, à l'exception du grondement du moteur et de la poussière qui frappait le pare-brise comme des murmures furieux. À la bifurcation près de Laoyo, les traces tournaient vers l'ouest en direction de terres anciennes, de ranchs abandonnés, de bâtiments creusés par le temps et la négligence. Un endroit parfait pour que des lâches s'y cachent. Mabel serra les dents. Ce n'est pas une question d'argent. Non. Teodoro dit, c'est une question de contrôle. Il s'agit de nous rappeler que nous n'avons pas notre place ici. Mais il se trompait. Mabel avait passé trop de temps à survivre pour se laisser à nouveau envahir par la peur. Sa peur avait désormais des dents et elle ripostait. Ils trouvèrent le camion avant de voir Luna. Une vieille Chevrolet bleue délavée, garée de travers derrière les ruines d'une ferme asséchée. Les vitres étaient poussiéreuses et la porte était entr'ouverte. « Reste ici, » ordonna Mabel. « Je ne te laisse pas seule, » a dit Teodoro. Elle l'a regardé. « Alors reste derrière moi. » Ils se sont déplacés rapidement et silencieusement. Les bottes de Mabel ne faisaient presque pas de bruit sur la terre. Elle pouvait entendre sa propre respiration, courte et saccadée. Teodoro avait le fusil. Elle avait le fusil de chasse. Elle a enfoncé la porte d'un coup de pied. À l'intérieur, il y avait du silence. Puis un cri étouffé. Luna Mabel a crié. Une silhouette est sortie de l'ombre. Bartolo Cortez. Mabel leva son fusil sans hésiter. Où est-elle? Il sourit. Tu es venu plus vite que je ne le pensais. Où est-elle? Il pointa son pouce vers l'arrière. Elle est en sécurité pour l'instant. Mabel fit un pas de plus. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Barlow ricana. Tu crois vraiment que cette terre, ces filles te rendent intouchable? Tu crois que l'amour te rend invulnérable? Non, dit Mabel, mais cela me rend dangereuse. En un clin d'œil, Theodora était à ses côtés, son arme levée. Dernière chance, Barlow. Barlow rit. Tu ne me tireras pas dessus devant l'enfant. C'est alors que la voix de Luna retentit. Mabel. Le son brisa tout. Le cœur de Mabel se mit à battre à tout rompre, tandis qu'elle sprintait devant Barlow à travers le couloir, jusqu'à ce qu'elle trouve Luna attachée à une chaise, les joues tachées de saleté et de larmes, mais les yeux toujours brillants de combativité. Mabel s'agenouilla, les mains tremblantes, mais rapides. « Ça va, ma chérie? » Luna acquiesça rapidement. « Je savais que tu viendrais. » Une fois Luna libérée, Mabel se retourna. Barola avait disparu. « Théo !» cria-t-elle. Mais Theodora était déjà dehors, le poursuivant à travers les broussailles mourantes. Mabel protégea Luna et sortit sur le porche à temps pour entendre un coup de feu résonner à travers les collines. Silence. Puis Teodoro revint, le fusil baissé. « Il est parti, dit-il. Il s'est enfui comme le lâche qu'il est. » Mabel serra Luna plus fort dans ses bras. « Laisse-le courir. Il ne trouvera que des fantômes. » Elles ne parlèrent pas pendant le trajet du retour. Luna serra la main de Mabel pendant tout le trajet, et Mabel ne la lâcha pas. Lorsqu'elles arrivèrent dans la cour, les filles accoururent. No fondit en larmes. Sarah s'effondra à genoux. Même Leah, qui montrait rarement ses émotions, serra Luna si fort dans ses bras qu'elle faillit l'écraser. Cette nuit-là, personne ne dormit seul. Ils traînèrent tous des couvertures dans le salon, formant un campement de fortune. Mabel resta dans la chambre centrale à côté, le cœur battant encore comme un tambour de guerre. Plus tard, Teodoro s'assit à côté d'elle. « Elle est forte, dit-il. »« Elle a 9 ans, répondit Mabel. Elle ne devrait pas avoir à l'être. » Il acquiesça. « Toi non plus. » Mabel regarda les filles autour d'elle, toutes marquées par des cicatrices, mais toujours là, toujours vivantes, toujours combatives. « J'ai vécu 100 vies, dit-elle. Mais aucune d'entre elles n'avait d'importance jusqu'à ce que j'aie quelqu'un à perdre. » Teodoro la regarda. « Tu penses qu'il reviendra? »« J'espère qu'il reviendra, dit-elle. Je veux qu'il voie que nous ne nous effrayons pas facilement. » Dehors, les étoiles brillaient dans le ciel et la lune baignait l'orange d'une lumière argentée. Mabel se leva et se dirigea vers la fenêtre. La terre s'étendait à perte de vue, inchangée, épargnée par la lâcheté de Barlow.
Cet endroit a été construit à partir d'os et de prières, murmura-t-elle. Aucun homme ne le détruira. Le lendemain matin, il recommencerait à le renforcer, plus solide, plus intelligent. Mais ce soir-là, il se reposait dans la chaleur d'une bataille, survivant, et Mabel se fit une promesse. S'ils reviennent un jour, ils ne trouveront pas une maison. Ils trouveront une forteresse. La pluie tomba juste après le lever du soleil, douce et lente, imprégnant sans lutte la terre assoiffée. Elle tombait sur le toit comme une berceuse, pas comme un avertissement, et le ranch l'accueillait comme le corps accueille un souffle tant attendu. Mabel était assise au bord du porche, une tasse de café refroidissant à côté d'elle. Ses mains étaient tachées de terre provenant des semis précoces de radis, de laitue et de maïs sucré. Les filles avaient choisi leur parcelle la semaine dernière, et aujourd'hui, elles avaient l'intention de les semer, mais la pluie était arrivée la première. Le moment semblait néanmoins opportun. Derrière elle, la maison était en effervescence. Des rires fusaient de la cuisine où Léa et Noémie se disputaient pour savoir quelle quantité de cannelle mettre dans le pain de maïs. Sarah jouait à nouveau de l'harmonica, cette fois-ci en rythme. Luna chantait doucement en fredonnant, dessinant des arcs en ciel sur le sol de la cuisine avec sa craie, les couleurs s'étalant sur les traces d'eau laissées par les bottes boueuses. C'était le désordre, un beau désordre vivant. Teodoro sortit à côté de Mabel, s'essuyant les mains avec une serviette. Il avait réparé la fenêtre qui fuyait dans la chambre des filles. « Ça sent l'espoir là-dedans, dit-il. » Mabel sourit, l'espoir et le beurre brûlé. Ils s'assirent en silence, regardant la pluie ruisseler des avant-toits. « Tu penses que c'est vraiment fini ?» demanda-t-il après un moment. « Non, » répondit Mabel. « Rien n'est jamais fini. »« Mais ça a changé, » acquiesça-t-il. « Ça semble différent. » C'est vrai, depuis des semaines, le ranch était calme. Aucun signe de Bartolo. Aucune trace de pneus étranges. Le shérif Ignacio était venu une fois après l'incident Luna, mi-inquiet, mi-occupé à couvrir ses propres traces, mais Mabel l'avait renvoyé d'un regard noir et d'une phrase qui l'avait fait pâlir. « Vous avez eu une chance de nous protéger. Vous avez échoué. Nous n'avons plus besoin de vous. » Et c'était vrai. Ils avaient appris à se défendre, et pas seulement avec des armes, mais aussi les uns avec les autres. Mabel s'appuya sur ses mains, laissant la pluie embrumer son visage. Elle repensa à celle qu'elle était lorsqu'elle était arrivée ici quelques mois plus tôt, fatiguée, en fuite, incertaine de ce qui l'attendait. Cette femme était pleine de courage, mais creusée de blessures trop profondes pour être nommée. Cette Mabel était toujours pleine de courage, mais elle était désormais aussi pleine de racines. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» demanda-t-elle. Teodoro la regarda. « Quoi? Que j'ai cessé de rêver de partir. » Il comprit cela dans ses yeux doux. « Pourquoi voudrais-tu partir? » « Parce que je n'ai jamais pensé avoir le droit de rester. » Il ne répondit pas, se contentant de poser une main sur son genou et de le serrer. À l'intérieur, les filles mettaient la table. Les assiettes s'entrechoquaient. Sarah poussa un cri lorsque Luna renversa une cuillerée de confiture. C'était le chaos. Un chaos joyeux. Mabel les observait depuis le porche, comme quelqu'un qui regarde des fleurs s'épanouir en temps réel. Chaque fille avait changé, non pas parce que leur douleur avait disparu, mais parce qu'elles n'étaient plus seules à la supporter. No avait commencé à écrire dans un journal tous les soirs sans faute. Elle ne laissait personne le lire, mais sa voix avait retrouvé sa douceur. Leah avait commencé à donner des cours particuliers aux enfants de l'église au bout de la rue. Elle s'y rendait seule, revenait couverte de poussière et souriante, comme si elle avait gagné quelque chose qui en valait la peine. Sarah s'était mise à sculpter le bois. De petites choses, des animaux, des formes et même une note de musique qu'elle portait autour du cou. Elle jouait mieux de l'harmonica, avec moins de colère et plus de curiosité. Et Luna Luna était tout simplement lumineuse. Ses cauchemars s'étaient estompés. Ses mains ne tremblaient plus quand quelqu'un élevait la voix. Elle dormait avec sa craie sous son oreiller et se réveillait chaque jour en demandant si les poules étaient toujours heureuses. Elle l'était. « Mabel » appela Luna en passant la tête par la porte. « Le pain de maïs est encore bizarre. »« Alors tu l'as bien fait, » répondit Mabel. Luna gloussa et disparut. Teodoro rit. « Il t'aime. » Mabel se tourna vers lui. « Ils m'ont sauvé. » Il acquiesça. « Moi aussi. » Après le petit déjeuner, la pluie se transforma en bruine,
et les filles accoururent dehors, pieds nus, éclaboussant les flaques d'eau et laissant des traces de boue dans la cour. Mabel ne les arrêta pas. Elle resta sur le porche à les regarder. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se prépara pas à ce qui pourrait arriver ensuite. Elle se contenta de rester là. C'est ça, appartenir, pensa-t-elle. Ne pas être revendiqué ou possédé, ne pas être sauvé ou défini, mais faire partie, donner et recevoir sans dette, être là quand c'est important et rester tranquille quand ça ne l'est pas. Alors que la pluie se transformait en bruine et que le soleil perçait les nuages, Mabel descendit dans la boue et les rejoignit. Elle rit lorsque Luna l'éclaboussa et faillit glisser sur une parcelle d'herbe glissante, puis attrapa la main de Teodoro qui la suivait. Au diable les bottes! Les filles poussèrent des cris de joie, les bras grands ouverts, la tête renversée en arrière dans un éclat de rire. À cet instant, sans clôture à réparer ni ennemi à la porte, Mabel comprit la vérité. Ils n'avaient pas construit une forteresse. Ils avaient construit un foyer. Un vrai, fait de cicatrices et de secondes chances, fait de morceaux brisés et réassemblés avec soin, fait de sang, de pain, de saleté et de choix. Et le message était clair, non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui pourraient un jour tomber sur cette histoire. Un foyer n'est pas un endroit qui vous est donné. C'est un endroit que l'on construit avec ce qui reste de soi après que le monde ait tenté de tout prendre. Elle se tourna vers Teodoro, les cheveux mouillés collés à son visage, les yeux remplis de larmes. « Tu penses qu'elles s'en souviendront ?» Il sourit. « Elles ne l'oublieront jamais. » Et Mabel savait qu'il avait raison, car même lorsque le vent reviendrait, même lorsqu'une autre tempête s'abattrait, cette terre, ces filles, cette vie, tout cela resterait debout. Et elle aussi.